Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, RDC, Nigeria, Tanzanie, Égypte et pour finir, actualité en Syrie. Commençons tout de suite avec l'actualité en RDC. D'abord, direction l'Assemblée nationale où la motion de défiance initiée contre Évariste Bochab a été rejetée ce vendredi en plénière. C'est la suite à la motion incidentielle du député Emmanuel Chadari démontrant les imperfections de cette démarche. Initiée par Délice Sanga, cette motion signée par 52 députés nationaux était en rapport avec la nomination des commissaires spéciaux dans les nouvelles provinces démembrées. Interpellé sur la mise en place des nouvelles provinces et la nomination des commissaires spéciaux, suite à une question orale avec débat, initiée par le député Clément Kankou il y a peu, Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, était devant la représentation nationale ce vendredi pour répondre à une motion de défiance initiée contre lui par le député Délice Sanga de l'opposition. Démontrant les incohérences de cette démarche, le député national Emmanuel Chadari a présenté une motion incidentielle qui a été soutenue par la majorité parlementaire. Conséquence, la motion de défiance contre Évariste Bochab a été simplement rejetée. Comment voulez-vous qu'une ordonnance présidentielle signée par les chefs de l'État sur base d'un arrêt de la Cour suprême de la justice, qu'on vient discuter, la Cour constitutionnelle, qu'on vient discuter de ça ici à l'Assemblée nationale. Or, ils savent très bien, il y a des éminents juristes, c'est Sanga, il connaît les droits que la Cour constitutionnelle et le président de la République ne sont pas responsables devant le Parlement. Face à l'enjeu politique, la majorité présidentielle fait bloc de démontrer sa cohésion. Ceux qui ne veulent pas que ce pays décolle, que ce pays s'organise, que les innovations apportées pour l'intérêt de la population, la modernité, même dans la gestion territoriale, ils sont en train d'empêcher que les gens puissent évoluer. C'est dommage. Consacrée dans la Constitution de la République, la séparation des pouvoirs a été clairement élucidée pour démontrer l'inconstitutionnalité de la démarche menée par l'auteur de la motion de défiance contre Évariste Bochab. Tout de suite, Nigeria lutte contre Boko Haram. Le ministre nigérian de l'information et de la culture, Lai Mohamed, a déclaré que l'armée nigériane était certaine de respecter la date butoir fixée par le président Muhammadu Buhari, date butoir pour vaincre Boko Haram. Ce dernier a évoqué un report de cette date, mais son ministre s'est montré confiant. C'était l'une des promesses de campagne de Muhammadu Buhari, mettre fin aux activités de Boko Haram. Dès sa prise de fonction, il en a fait sa priorité et donné à ses généraux 3 mois pour vaincre les insurgés. La date butoir expire à la fin du mois. Le président aurait indiqué à ses chefs d'état-major qu'il serait possible de repousser cette date. Mais son ministre de l'Information, de retour des zones de conflit, semble être plus optimiste. Ce que j'ai vu samedi dernier durant mon voyage à Maïdougouri, Kondouga, Corée et Bama m'a laissé, ainsi que tous les membres de mon entourage, impressionnés par l'engagement et la loyauté de l'armée envers la paix et l'unité de notre pays. Le combat n'est pas terminé et le gouvernement avertit que les insurgés pourraient perpétrer de nouvelles attaques et qu'il faudra du temps pour les anéantir définitivement. Make no mistake about it. This is not a regular war. This is not a war where you Ce n'est pas une guerre régulière. Ce n'est pas une guerre où vous vous asseyez et vous signez un armistice. Et à compter d'aujourd'hui, il n'y a plus de fusillade, plus d'explosions. Non, c'est une guerre de guérilla. C'est un soulèvement. Ce que le gouvernement cherche à faire, ce qu'il s'est engagé à faire, c'est que d'ici la fin du mois, Boko Haram ne soit pas capable de contrôler un territoire. Et alors nous opérerons à partir de ces territoires. Alors que le ministre faisait part de sa confiance dans l'issue de la lutte contre Boko Haram, le président Buhari discutait justement de Boko Haram avec son homologue du Bénin. Le président Yahi aurait offert de déployer 800 soldats supplémentaires pour épauler les forces nigérianes. Tout de suite, actualité en Tanzanie.
On reprend avec une histoire qui a capturé l'attention des Africains. Le président de la Tanzanie a passé presque toute la journée à nettoyer les rues. Mercredi dernier devrait être célébrée la fête de l'indépendance, mais le président John Magufuli a annulé les festivités et invité la population à le rejoindre pour nettoyer les rues. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel. Il occupe la plus haute fonction de l'État. Toutefois, ce matin, dans son emploi du temps, était inclus le ramassage des ordures. La campagne présidentielle de John Magufuli était axée sur le travail rigoureux. Et ce matin, il encourageait la population à faire de même. Et très rapidement, les déchets ont été transportés vers des bennes à ordures. Les cérémonies de la fête de l'indépendance incluent généralement des défilés militaires. Cependant, le président Magufuli a annulé les célébrations et l'argent économisé sera utilisé pour lutter contre le choléra. La population l'a rejoint pour couper les arbres, balayer les rues et nettoyer la rivière. Nous avons foi en lui. À travers le pays, les populations croient en lui. Nous lui avons au pays et le respectons et la population travaille à ses côtés. J'espère donc qu'il prendra d'autres initiatives. Vous verrez, il vous épatera. C'est bien que l'argent n'a pas été dépensé pour des démonstrations de force militaire. À travers le pays, beaucoup de personnes ont travaillé ensemble pour garder les rues propres. C'est très important pour notre pays. Pour l'un des projets de nettoyage des rivières, ils étaient tellement inquiets qu'ils ont engagé un excavateur. Cependant, les étudiants qui sont responsables du projet disent qu'aujourd'hui doit signifier plus qu'une simple photo avec le président. Le président Magufuli a bien débuté son mandat, mais il ne peut pas tout faire lui-même. Nous devons ainsi l'aider, que ce soit avec le nettoyage ou autre chose. Nous ne devons pas attendre que le président nous demande de nettoyer les rues. Nous devons nous-mêmes cultiver la culture de la propreté. Même si les personnes ne se bousculaient pas dans les rues, il y avait tout de même des centaines de petites équipes éparpillées dans la ville. On se souviendra du jour de l'indépendance, non pour ces parades, mais pour le dévouement de la population à améliorer la propreté de la ville. Le président John Magufuli reste fidèle à ses promesses électorales. Tout de suite, Égypte. L'Égypte voit des opportunités marchandes avec la Russie. Les liens commerciaux entre la Russie et la Turquie, elles se sont fragilisés depuis que la Turquie a abattu un avion chasseur russe fin novembre. Les sanctions économiques entre les deux pays signifient que les Turcs pourraient devoir vivre sans chauffage une fois que la Russie aura coupé les approvisionnements en gaz. De son côté, la Russie pourrait se retrouver privée des approvisionnements en vivres venant de Turquie. L'Égypte semble vouloir profiter de la situation pour améliorer ses liens commerciaux avec la Russie, ainsi que pour renforcer ses réserves en devises étrangères. Les contacts des Égyptiens avec les responsables du gouvernement russe se sont intensifiés depuis le début de l'impasse entre la Russie et la Turquie. Et l'Égypte tente de remporter une part du marché russe. Le commerce bilatéral avec la Russie s'élève à 5,4 milliards de dollars. Je pense que son montant ne reflète pas les liens forts entre eux et les capacités que possède l'Égypte, en particulier dans les secteurs du vêtement et de l'industrie textile. L'Égypte a extrêmement bien développé ce secteur, de même que celui de la manufacture. Nous sommes capables de combler le vide qui résulte de l'absence de produits turcs. Selon des responsables égyptiens, le pays cible une hausse de 16% des exportations de produits agricoles en Russie en 2016. Et certains experts d'ajouter que pour obtenir des bénéfices maximum, les deux pays devraient revenir aux accords de troc qu'ils avaient dans les années 50. L'Égypte a une grande expérience dans l'exportation vers la Russie durant la période de l'Union soviétique. Elle avait l'habitude de payer ses prêts envers les soviétiques pour la construction du grand barrage et des contrats d'armes, en envoyant des produits égyptiens et non pas de l'argent. Il s'agissait d'un outil efficace et très populaire sur le marché russe. Et ce pourrait être une opportunité pour l'Égypte qui a connu de grandes difficultés économiques au cours des 5 dernières années. Mais les experts espèrent que l'Égypte parviendra à planifier sur le long terme. Même si nous parvenons à tirer avantage de l'impasse actuelle entre la Russie et la Turquie, nous n'en bénéficierons que sur le court terme, car la qualité de nos produits n'est pas élevée. Si nous n'améliorons pas notre qualité, alors nous perdrons notre part de marché face aux autres pays sur les moyens et long terme, et nous devrons repartir de zéro. Il ne s'agit pas seulement d'une coopération commerciale, mais aussi d'investissement. Le gouvernement égyptien déclare qu'il envisage d'attirer des investissements russes dans les secteurs de l'énergie, du tourisme et que plusieurs industries vont ouvrir dans la nouvelle zone du canal de Suez.
Et pour finir, actualité en Syrie. Monsieur Meyssan, vous êtes en Syrie, vous êtes sur place. Comment commentez-vous le bombardement des positions de l'armée syrienne par la coalition dirigée par les États-Unis? Alors, au premier abord, il s'agit d'une erreur de la part des États-Unis, mais même si c'est une erreur, cela va avoir de lourdes conséquences. Et il semble que actuellement, l'état-major US ait décidé de ne plus intervenir par des bombardements en Syrie. Donc, si c'est le cas, ça offre en plus une excuse aux États-Unis pour ne plus intervenir dans un pays où l'armée russe est présente. Autrement dit, vous voulez dire, M. Meyssan, que les États-Unis pourraient décider de cesser leurs frappes en territoire syrien? Absolument, absolument. Et de laisser cette option à leurs alliés, mais de ne plus intervenir eux-mêmes. Vous savez, actuellement, ils disent qu'ils ont envoyé 50 hommes au sol en Syrie. Et 50 hommes, c'est rien. Et ils cherchaient de toute manière une raison pour se retirer de l'espace syrien. Donc s'ils ont commis cette erreur, encore une fois en supposant que ce soit une erreur, s'ils ont commis cette erreur, eh bien c'est une excellente raison pour ne plus s'aventurer dans un pays qu'ils ne connaissent plus parce qu'ils n'ont plus les moyens de savoir ce qui se passe en Syrie. Alors, M. Meyssan, si les frappes américaines se poursuivent, peut-on dire que là, ce n'était pas une erreur, mais plutôt un acte délibéré? Je trouverais ça très étonnant que ce soit un acte délibéré de la part des États-Unis. C'est possible, hein. C'est possible. Et surtout, ce qui est possible, c'est que certains groupes aux États-Unis aient choisi de faire ça contre l'avis de la Maison-Blanche. Vous savez que depuis le début, depuis plus d'un an, quand il y a des opérations militaires du Pentagone en Syrie, on ne sait jamais si ce sont des opérations qui sont voulues par la Maison-Blanche et par le secrétaire à la Défense, ou si ce sont des initiatives d'autres groupes à l'intérieur du Pentagone. Il y a manifestement une multiplicité de commandements dans l'armée US. Et il y a 2 mois à peu près la démission forcée du général John Allen qui dirigeait la coalition anti-Daesh. Mais cette démission est survenue alors que on commençait, et elle n'est pas finie, on commençait une très vaste enquête sur la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Il y avait eu des dénonciations d'une 50aine d'analystes du CENTCOM qui expliquaient que la totalité des rapports qui étaient rendus par les forces US au Pentagone sur ce qui se passe en Irak et en Syrie, la totalité de ces rapports était falsifiée, que l'information ne remonte pas vers Washington et que dès lors il est beaucoup de falsifié par qui, M. Meyssan? Falsifié par qui? Falsifié, alors clairement, bon, c'était John Allen qui était mis en cause, mais c'est un groupe principalement de démocrates, mais aussi de républicains, un groupe dont les principales figures sont connues, puisque c'est Hillary Clinton, le général David Petraeus, John McCain chez les républicains, Jeffrey Feltman aux Nations Unies. Voilà, ces gens-là représentent un groupe très très puissant dans l'administration US et sont capables de mener des opérations militaires avec les moyens des États-Unis contre la Maison-Blanche. Ça c'est très clair. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.